En programmation, dans mon master, j'ai appris une chose, c'est que souvent, si tu as des mauvais résultats avec la machine, c'est que tu as mal rentré tes données à la base. Nous, en programmation, on codait, d'accord. Un code, c'était quand même plusieurs pages de code. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, les gens sur ChatGPT, ils écrivent une ligne, puis ils lancent, puis ils disent « Oh, bah, c'est nul, ça marche pas très bien ». Enfin, je suis là, je me dis, attends, moi j'ai fait un bac+5 en informatique, on m'a appris à coder pendant des heures et les gens pensent qu'ils vont écrire une ligne et qu'ils vont obtenir un bon résultat. Bah non, en fait. Garbage in, garbage out, ça veut juste dire, si tu as un mauvais résultat en sortie, c'est qu'en données d'entrée, tu n'as pas mis les bonnes données d'entrée. Après, bah oui, il faut apprendre. Il faut apprendre qu'est-ce qu'on met dans les données d'entrée. Démystifier, délimiter. Bon, du coup, c'est quoi l'IA? C'est quoi son périmètre et c'est quoi ses frontières? Alors, j'ai vraiment pas à cœur de vous faire tout un cours de l'histoire de l'IA, ça n'intéresse personne. Je vais juste essayer de vous cadrer les choses. On va faire des grandes familles. Vous avez vu, je range tout dans des boîtes, ça marche bien. Donc, il y a les systèmes experts, il y a les IA étroites, il y a les intelligences artificielles générales et il y a les super intelligences artificielles. En gros, grossièrement, il y a ce qui existe et il y a ce qui n'existe pas encore. On va commencer par ce qui n'existe pas. Intelligence artificielle générale et super intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous connaissez Yann Lequin. C'est aussi un chercheur français sur l'intelligence artificielle, quelqu'un qui est très intéressant à suivre. Et lui, il dit, d'ici 3 ans, on va avoir des super intelligences artificielles ou des intelligences artificielles générales. Ça veut dire que ce sera des IA qui seront capables de se créer elles-mêmes et d'être aussi intelligentes que l'humain, voire plus intelligentes que l'humain. Voilà. Bon. Ça, c'est une vision dans 3 ans. Moi, je ne connais pas le futur. Peut-être que Yann le connaît, pas moi. Donc, pour l'instant, Sarah Connor, Terminator, ces IA qui vont tous nous surpasser, tout ça, bon, on n'en est pas là. Rappelez-moi dans 3 ans, puis on verra. Pour l'instant, donc ça, on oublie. Mais on va regarder ce que c'est vraiment que l'IA. Parce qu'on va sortir un peu du fantasme. Déjà, il y a les systèmes experts. Ça ne nous concerne pas trop parce que c'est des systèmes qui vont être mis dans des entreprises du type dans les hôpitaux. Il y a des systèmes qui vont être capables de lire les radiographies, d'analyser les radiographies, donc des systèmes d'IA, d'analyser les radiographies et puis de faire un premier bilan avant que le radiologue passe dessus et fasse une relecture et fasse quelques corrections. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle les IA étroites. Et là, ça commence à nous concerner dans notre métier. Dans les IA étroites, il y a les IA discriminatives. C'est assez simple. Imaginez, vous faites un safari photo à travers le monde. Vous prenez en photo tous les pandas que vous rencontrez avec votre téléphone. Vous savez, sur votre téléphone, il y a des petites données GPS. Et puis, vous rentrez à la maison, puis vous mettez tout dans une IA discriminative. Et puis, vous dites à l'IA, bon, alors dis-moi, dans quel endroit du monde il y a plus de probabilité que je vois des pandas? En fonction des photos que vous allez lui donner, bien sûr que il y aura un biais parce que ce sera vos photos. Vous n'avez peut-être pas vu tous les pandas, il y en a peut-être qui étaient cachés. Mais l'IA va vous dire, OK, il y a plus de probabilité de voir des pandas ici. Quelle est la taille moyenne des pandas à tel endroit? Elle va prendre des mesures, elle va vous dire, à peu près en taille moyenne d'un panda, c'est ça, voilà. C'est de la discrimination, elle va aller un peu discriminer ce que vous lui avez donné. Bon, IA discriminative. Ensuite, il y a les IA de renforcement. Les IA de renforcement, c'est des IA qu'on va former sur un domaine particulier avec un dataset particulier. Un dataset, c'est une base de données. Donc, ces IA de renforcement, elles sont aussi super intéressantes parce qu'elles vont permettre de traiter très finement un sujet, un point donné par rapport à un environnement qui est le sien. Par exemple, c'est des IA de renforcement qui ont été utilisées pour battre le joueur, pour les IA qui ont battu au jeu de Go, au jeu d'échecs, c'est des IA de renforcement qui ont été utilisées. Et ça va nous intéresser aussi. On va en parler plus tard, on va parler des RAG. Rappelez-vous de ce mot parce que ça va ressortir souvent maintenant dans nos métiers. Et enfin, il y a les IA génératives. Ah, ça y est, premier mot qu'on comprend. Chouette. Bon, les IA génératives, leur but, c'est de générer. Donc, ça génère du contenu nouveau à partir d'une base. Ça peut être une base textuelle, une base image, une base vidéo. Et c'est là-dessus c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, IA générative de texte, d'images, de vidéos, de sons, de musique, de paroles, d'avatars, de codes, de structures. Ma liste est très loin d'être exhaustive. On va faire un petit jeu. Citez-moi des IA génératives de texte. Vous n'avez pas le droit de citer 2 fois la même. ChatGPT. Gemini. Claude. Perplexity. On est sec? Pourtant, il y en avait une autre sur la slide de monsieur le préfet. Hein. Merci. Pour la France, s'il vous plaît. OK. IA générative d'images.
Dali. Canva n'en est pas une. Midjourney. Midjourney, Dali. Ok. IA générative de vidéo. Sora. Runway. Kling. Ah, ils sont pas mal, hein? IA générative de son et de musique. J'ai challenge, hein. Ah ouais. De son et de musique, attention. Hein. Suno. IA générative de voix. En sèche. IA générative d'avatar. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez que plus je vais dans... Parce que là, je suis pas loin dans ma liste. Hein, elle est très loin d'être exhaustive. Hein. Vous vous rendez compte que finalement, tout le monde connaît à peu près un LLM, un Large Language Model, ok. Donc en gros, une IA avec laquelle on peut parler en langage naturel. C'est ça que ça veut dire, LLM. Langage naturel, c'est notre propre langue. Mais dès qu'on va dans les autres spécificités, là, ça commence à être compliqué, quoi. Qui connaissait à peu près plus de 3 IA? Levez la main. Plus de 3. Moyenne, c'était 3, quoi, c'est ça? Voilà. Bon, c'est vachement intéressant parce que c'est ça mon propos aujourd'hui. Vous voyez la partie immergée de l'iceberg, vous voyez les LLM, vous voyez ChatGPT, Mistral et compagnie. Bah, moi, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va faire peur. C'est vertigineux. Voilà, quelques petits exemples qui sont loin d'être, encore une fois, exhaustifs. Hein. De quoi? Ok. Ce qui est intéressant, c'est pas ce que je vous ai dit avant, c'est ce qui arrive là. C'est-à-dire qu'en fait, ces IA, vous savez, c'est un peu comme les gremlins à qui on a donné à manger après minuit. Ils se mélangent entre eux. Donc du coup, bah voilà, on va parler le même langage à partir de maintenant. Si je vous dis text to image, ça veut dire que la donnée d'entrée que j'ai donnée à Inia, c'était du texte et que la donnée de sortie, c'était une image. Si je vous dis image to image, ça veut dire que la donnée d'entrée, c'était une image, que la donnée de sortie, c'était une image. Si je vous dis speech to text, ça veut dire que la donnée d'entrée, c'était la parole et que la donnée de sortie, c'était du texte, etc., etc. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces IA, elles sont multimodales. Et c'est pas une IA. Et tout à l'heure, quelqu'un me dit Canva et j'ai dit non, pas Canva. Parce que Canva, c'est comme si vous me disiez, si je vous disais, donnez-moi un exemple d'IA et vous allez me dire mon smartphone. Bah ok, c'est vrai, ton smartphone a de l'IA, oui. Mais ton smartphone n'est pas une IA. Bah, Canva, c'est un peu ça. Canva, il va intégrer des outils qui ont de l'IA, mais Canva, c'est juste un traitement de texte en ligne qui intègre tes outils d'IA. Et j'aimerais bien, quand vous utilisiez une IA, que vous vous demandiez, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait cette IA? Elle est quoi, en quoi elle est multimodale? Vous allez pouvoir normalement y répondre à la fin de cette formation, conférence. J'ai une petite zapette capricieuse. Ok. Bon, rassurez-vous, si aujourd'hui vous connaissez principalement des LLM, des IA textuelles, c'est parce que 90% des usages qu'on fait quand même dans notre quotidien, c'est sur cette base-là, on est bien d'accord. Mais bah voilà, ça c'est le paysage des LLM. Alors il est loin d'être exhaustif encore. Je suis allée sélectionner un peu les IA que moi j'aimais bien. Que j'aime bien, pas parce que c'est moi personnellement, mais parce que je trouve qu'elles ont des fonctionnalités très différentes. Je n'utilise pas une seule IA textuelle, j'utilise plusieurs IA textuelles. J'utilise ChatGPT quand je veux faire des bots, j'utilise Perplexity quand je veux faire j'aime bien sa fonction hybride de recherche documentaire. J'utilise Mistral parce que j'aime bien le modèle Mistral Large 2, je le trouve assez puissant quand je veux traiter des grosses quantités de texte, je passe sur Mistral. J'utilise Gemini quand j'ai besoin de vulgarisation parce que c'est un très bon pédagogue et je trouve que cette IA elle vulgarise bien. Et j'utilise Claude parce que le modèle il est très puissant. Alors là, je vous parle peut-être chinois. On va parler rapidement des modèles parce que je trouve que c'est intéressant. Les modèles, c'est comme les voitures. Est-ce que vous avez dans votre garage une Clio ou une Ferrari? C'était pas une question. Vous avez dans votre garage une Clio ou une Ferrari. Vous devez aller chercher du pain. Ok, il pleut dehors, c'est la tempête, vous prenez la voiture. Normalement, on y va à pied. C'est à 5 minutes. Vous allez chercher votre baguette de pain à 5 minutes en Ferrari? Est-ce que vraiment vous allez prendre la Ferrari pour aller à 5 minutes alors que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous abîmer la voiture parce qu'en plus c'est dans la rue à côté de la boulangerie, vous savez que c'est un peu galère de se garer? Bah non, pragmatiquement, on va prendre la petite voiture, la petite citadine qui va bien pour aller à côté. Bah là, c'est un peu pareil. Si vous utilisez une IA, il faut que vous connaissiez le modèle d'IA que vous utilisez parce qu'en fonction de ce que vous allez devoir faire, vous n'allez pas avoir besoin d'une Ferrari. Exemple, on va reprendre un exemple qui a été donné par Monsieur le Préfet, les factures. Vous devez faire une facture avec une IA.
Franchement, faire une facture avec une IA, c'est une Clio. On n'a pas besoin de plus qu'une Clio. Donc, on prend un petit modèle, un petit GPT 3.5, voilà, un Gemini, le 1, il va très bien, voilà. Vous voulez faire une analyse croisée de données statistiques à partir de plusieurs datasets. OK, là, on va peut-être prendre la Ferrari. Vous la comprenez, la métaphore ? C'est super important. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde veut prendre une Ferrari. Vu que personne ne comprend rien en ce moment, tout le monde se dit, bah tiens, je vais aller prendre une Ferrari. OK, très bien. Moi, je vous recommande ce site du gouvernement, comparia.beta.gouv.fr. Et ce site, il vous dit combien consomme une Clio et une Ferrari. Donc, vous allez faire un prompt. Et à chaque fois, il va vous faire comparer deux IA. Vous faites un prompt. J'adore ce site. Franchement, bravo le gouvernement parce que, excellent, j'en avais pas trouvé de comparable. Vous faites un prompt et vous allez voir deux résultats de prompt. Donc, imaginez un résultat de Clio et un résultat de Ferrari. Mais peut-être qu'en fait, le résultat de Clio, il vous convenait et peut-être que le résultat de Ferrari, il était peut-être un petit peu supérieur, mais franchement, on se serait bien contenté de la Clio. Pourquoi je vous parle de ce site ? Parce que ce site, il vous parle de consommation énergétique. Il vous parle de combien d'électricité a consommé votre prompt et combien le modèle consomme. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc, ce n'est pas la course à celui qui utilisera le dernier modèle Strawberry, par exemple, de ChatGPT. On s'en fiche. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous êtes en train d'utiliser un modèle qui consomme énormément ou pas beaucoup, c'est bien dommage. Parce qu'en fait, ça sert à quoi ? C'est quoi le sens de tout ça ? Est-ce qu'on veut vraiment à chaque fois avoir la voiture qui va le plus vite alors qu'on habite à la campagne et qu'on a des chemins de terre ? Alors, comment fonctionne une IA générative de texte ? Ça, c'est le truc compliqué. Après, on fait le truc simple. En gros, imaginez les petites boules là du boulier, c'est une phrase. Donc en fait, orange, vert, violet, orange, c'est une phrase en entier. L'IA, elle va la découper, elle va la tokeniser, elle va la découper en petites unités. Donc par exemple, elle va découper en mots. C'est pas vraiment des mots, mais c'est pas très important. Puis elle va transformer ça en 1, en 0. Puis après, elle va faire des prédictions. Elle va faire la prédiction du mot suivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être vraiment un exercice, elle va générer selon son dataset, selon ce qu'elle a dans sa base de données, selon ce qui est le plus probable. Je vais vous proposer un exercice pour que ça soit assez clair. Vous avez déjà fait un spectacle de mentaliste ? Si vous n'avez pas fait, c'est le moment. Vous allez en vivre un. Alors, un mentaliste, ça fait une prédiction et ça met la prédiction dans sa poche. Vous m'excuserez, j'ai déjà écrit ma prédiction sur ma slide. Alors, le jeu, il va être le suivant. Vous allez tous vous lever. Maintenant, s'il vous plaît. Je vous ai dit, c'est un spectacle. À la fin, on applaudit. OK. Sur la slide suivante, il va y avoir une phrase. Écoutez bien ma consigne, s'il vous plaît, parce qu'il y a toujours des gens qui ne m'écoutent pas. Et ça me met très en colère. Sur la slide suivante, il y a une phrase. Sur la phrase, à un moment, je vais dire... je suis très encombrée, en plus. Je vais claquer des doigts et je vais vous dire bip. Donc, je vais lire la phrase, je vais claquer des doigts, je vais dire bip. Au moment où je dirai le mot bip, il faut que le premier mot qui vous vienne à l'esprit, vous le gardiez dans votre tête. OK ? Vous fermez votre bouche, vous dites rien, mais vous le gardez dans la tête. C'est un spectacle de mentaliste. OK ? Il y a une phrase, je dis bip, et le mot dans la tête. C'est bon ? Pourquoi vous êtes debout ? Parce que je vais devoir deviner votre mot. Si je devine le mot, vous vous asseyez. OK ? Si vous entendez le mot que vous avez dans la tête, vous vous asseyez. Et le but de tout le monde, c'est que vous regardiez les probabilités. C'est un jeu de stats. Vous allez voir à quel point les probabilités marchent. Donc, normalement, je fais du mot le plus probable au mot le moins probable. OK ? C'est clair pour les consignes ? Il y en a qui sont stressés ou pas ? Comme on va se faire engueuler, on préfère dire oui. Hein. OK, ça va aller assez vite. Alors, aujourd'hui, j'ai mis ma chemise bleue, mon jean noir, et je cherche partout ma paire de bip. OK. Bottines. Chaussures. Chaussettes. Lunettes. Là, ça y est, je suis sur les irréductibles. C'est mon moment le plus dur. Chaussures, chaussettes, lunettes, tout ce qui est champ lexical de la chaussure, bien évidemment. J'ai oublié celui-là. Bah oui. Restez debout. Ça me challenge. Moi, j'aime être challengée. C'est écrit sur la slide. Hein. Boucle d'oreille. Il me reste 3 dans la salle. Gants. J'ai plus rien sur ma slide. Je suis sèche. J'ai dit ma paire de. Alors, il y a toujours des gens qui me sortent des trucs... Alors, il y a des gens qui me sortent des mots que je ne veux pas entendre, par ailleurs. Je l'ai déjà eu. Ah tout le monde s'assoit. Non,
le mot commence par un B, je ne veux pas savoir. Dis-moi, vas-y. C'était quoi ton mot? La paire de soquettes. Soquette, ouais, chaussette. Ok. Le monsieur là-bas. Ma paire de clés. Ok. Et le troisième? Eh bien, c'est pas ma paire de. Bon, donc vous avez gagné, c'est ça en fait. Non, j'ai perdu à cause des clés. Ah. Bravo. En tout cas, bravo, parce que vous êtes mis en danger. On peut l'applaudir, Lucie, sur cette expérience intéressante. Je me suis pas mise en danger parce que le but, c'est apprendre. Et si vous avez appris ce que c'était qu'une IA générative, bah, c'est que ça compte. Alors, un jour, je fais cette phrase, je la fais sur toutes mes conférences. Puis il y a un monsieur, il est très très musclé. Et il reste debout. Franchement, honnêtement, j'arrive à faire normalement asseoir toute la salle. Après, des fois, oui, on joue sur des mots, chaussettes, soquettes, très bien. Il y a toujours une personne qui ne comprend pas, c'est pas grave. Et bon, clé, on valide. Je me retrouve souvent avec des gens... Non, mais j'ai déjà eu la paire de B, donc ça, on n'en parlera pas. Et donc, ce monsieur, il est très, très musclé. Et il reste debout, puis je me dis, bah, tiens, c'est étonnant quand même. À votre avis, à quoi il a pensé? Ouais, halter. Puis je lui dis, bah, votre paire de quoi? Enfin, puis ça m'arrive jamais. Hein. Je lui dis, votre paire de quoi? Et puis il me dit, halter. Et là, c'est intéressant. Là, elle est intéressante, cette histoire. Pourquoi elle est intéressante? Parce que le prompt, on peut imaginer que c'est un prompt, ok? Le prompt, en fait, il va aller chercher ce qui est le plus probable. Donc, le plus probable dans ce que j'ai dit, bah, bien évidemment, je vous ai fait quelque chose qui était de la tenue de l'habillement, puis je suis allée de haut en bas. Donc, c'était bien plus probable que j'ai chaussures, chaussettes, alors à la limite, l'accessoire, lunettes, etc. Gants parce qu'on est en hiver. Mais fondamentalement, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ce monsieur, il est fan de sport, mais l'IA ne le sait pas. Et donc, vu que dans le prompt, c'était pas mis, bah forcément, l'IA l'aurait jamais trouvé qu'il voulait halter. Et c'est là toute la morale de cette histoire. Quand vous promptez, si vous n'êtes pas capable d'être assez précis sur votre domaine précis, sur votre expertise précise, vous n'obtiendrez jamais le mot halter. Donc ça, c'est un prompt pour monsieur et madame tout le monde. Mais vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. Vous êtes des experts de votre métier et vous avez une expertise à défendre. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire des prompts comme ça. C'est pas ça qu'on attend de vous, en fait. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez capable de préciser votre expertise à travers votre prompt. Vous comprenez la morale de cette histoire? Ok. Et cette histoire d'alter, franchement, je l'adore parce que c'est génial. C'était excellent. C'est sûr que quand on le voit, on pourrait pas ne pas s'en douter. Ok. Je rappelle un peu ce que c'est que les datasets qu'il y a derrière les IA très rapidement, parce que souvent les gens ils pensent qu'une IA c'est un petit robot qui a pris l'aspirateur, qui a aspiré tout le web. Alors non, il y a des données qui sont en vente, hein. C'est des données en effet qui sont aspirées du web, mais qui sont traitées, qui sont nettoyées, qui sont classées, qui sont organisées, qui sont anonymisées, qui s'appellent The Pile, qui s'appellent Common Crawl. Il y a aussi toutes les données des gouvernements, tous les datasets gouvernementaux. Ça, c'est aussi vachement intéressant. Donc, tout ça, ça fait partie des IA. Mais les IA ne sont pas, ou le web, les IA ne sont pas à jour. Est-ce que vous savez comment on sait la date d'antériorité des données d'une IA? Voilà. C'est la réponse la plus simple. Hein. C'est clairement rasoir d'Occam, tu lui poses la question. Tu lui dis de quand date ton antériorité des données. Et vous allez bien souvent être surpris. ChatGPT, aujourd'hui, c'est 2023. Donc, on a un an là, de retard sur les données de ChatGPT. Donc, même s'il y a du search, et on va en parler, ne vous fiez pas aux données des IA. D'ailleurs, les vraies données, c'est vous qui les avez. C'est vous qui avez la connaissance. Ensuite, il y a un petit truc que j'aime bien aussi vous montrer, c'est ça, les CAPTCHA. Vous voulez savoir la maturité d'une IA? Eh bien, regardez la difficulté des CAPTCHA. Moi, là, j'ai fait un CAPTCHA il y a une semaine, j'ai dû réfléchir, je m'en suis pas remise. Hein. Première fois de ma vie. Hein. Mais vraiment, je me suis dit, mais waouh, je dois réfléchir pour un CAPTCHA, j'en suis à quel niveau dans ma vie, là? Donc, ça vous est déjà arrivé, non? Voilà. Donc, plus on avance dans le temps, moins on sera en capacité de répondre aux CAPTCHA. Bon, c'est très effrayant. Donc, il y a des IA qui vont répondre pour nous aux CAPTCHA. Bref, ok. Donc ça, les CAPTCHA, c'est un bon indicateur de l'entraînement des IA. J'avance sur cette vulgarisation. Je pense que vous comprenez où j'arrive. En gros, moi, j'ai un postulat aujourd'hui. Je n'ai pas de connaissances sur un sujet, je fais une recherche sur un navigateur de recherche. Okay, ça s'appelle le search et je vais utiliser ce mot anglais, vous me l'autoriserez si vous voulez, s'il vous plaît, parce que ça sera plus simple pour moi de parler de ce sujet-là. Donc, je vais aller faire des recherches sur les rapports gouvernementaux, je vais aller faire des recherches sur des revues scientifiques, je vais aller faire des recherches sur des publications universitaires. Moi-même, la première, j'ai jamais autant acheté de médias. Donc, j'achète, je paye pour avoir des sources sûres et fiables parce qu'à l'ère de l'IA, il n'y a rien qui est moins sûr et moins fiable. Donc, je n'ai pas de connaissances, je fais des recherches. J'y tiens encore.
j'ai l'impression des fois de parler comme une vieille. J'ai des connaissances sur un sujet. OK, là, j'utilise l'IA parce que l'IA, elle va augmenter mon intelligence. OK ? Et donc, je vais combiner mon IH, mon intelligence humaine, avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec l'aide d'une méthodologie qui s'appelle un framework pour apprendre à prompter. Alors, vous allez me rétorquer, oui, mais Lucie, Perplexity fait du search. Oui. Alors, il y a des travaux de recherche en ce moment qui sont sur les Search Generative Experience, SGE. Et en fait, c'est Google, ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de se faire disrupter par l'IA parce que quand je fais des conférences avec des millennials, je peux vous dire qu'il n'y a aucun des millennials qui fait de la recherche Google. Hein. À chaque fois qu'ils ont un truc, ils demandent à ChatGPT. Hein, donc, je suis en train de un peu de paniquer. Parce qu'ils vont sur ChatGPT et sur TikTok. Et en fait, je me dis, c'est dommage parce que c'est des IA génératives. Quand on appellera ces IA des SJI, quand ce sera des SJ, OK. Là, il n'y a pas de problème, on fera du search dessus. Mais aujourd'hui, c'est quand même des IA génératives. Moi, j'ai posé une question, 3 questions, enfin, 3 modèles d'IA, donc 3 voitures, hein, vous savez la métaphore de tout à l'heure. 3 modèles différents, la même question. J'ai eu 3 mauvaises réponses. Et la question n'était pas compliquée. Hein. Qui a dit cette citation ? Première réponse, Victor Hugo. Deuxième réponse, Jean-Jacques Rousseau. Troisième réponse, je ne sais pas. C'était la meilleure. Et la bonne réponse, c'était un auteur contemporain. Donc forcément, oui, l'IA ne savait pas. Donc ne vous fiez pas aux données d'une IA. Et l'IA, ce n'est pas du search. Alors, il y a des IA qui émergent, qui arrivent là dans ce style de consensus. Alors, je sais que vous ne voyez pas grand-chose. En fait, consensus dit... Sur toute la base de données que j'ai, la probabilité que la réponse que je te donne soit bonne est de tant de pourcents. Ah, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Là, on va peut-être un peu travailler notre esprit critique et se dire, il y a 22% des papiers de recherche qui ne sont pas OK avec le postulat. Je vais peut-être aller lire les avis contraires pour développer mon esprit critique. Ça, oui, je trouve ça intéressant. Mais c'est très émergent, tout ça, c'est très, très, très récent. Après... Les IA, elles ont des biais. Nous, humains, on a des biais. Nous avons créé les IA, donc nous avons créé des IA à notre image, pleines de biais. Mais c'est normal et c'est OK. Il y aura toujours des biais dans tout. Il y a des biais dans... Regardez, cette salle, elle est pleine de biais. Si on se regarde tous, on est tous des biais. Donc, c'est intéressant. Et moi, je viens avec mes biais. Je vous parle d'ailleurs avec mes biais. Donc, prenez aussi du recul sur ce que je dis. Enfin, bien sûr. Les biais, oui, alors il y a la méthode du moi. En gros, les ingénieurs qui ont développé les premiers algorithmes d'IA, ils ont fait des algorithmes qui ne détectaient pas les hommes noirs et qui voyaient les hommes noirs comme des singes. Bon, oui, c'est des hommes blancs qui ont fait les premiers algorithmes, ça a été corrigé, mais il y avait ce biais-là. OK. Après, il y en a d'autres qui se disent, on va faire le truc un peu de l'usager universel, on va faire une IA pour tout le monde. Mais une IA pour tout le monde, c'est une IA qui va correspondre à personne, donc il n'y a pas de bonne solution. Il y a des biais aussi dans les images. Quand vous faites des visuels, là, j'ai prompté une femme de 50 ans, voilà. J'étais un peu effrayée, quoi. Je me suis dit que je pensais pas que j'allais vieillir aussi vite, quoi. Donc c'est plein de biais en fait. Mais c'est OK. Juste faut en avoir conscience. C'est vrai que quand on fait sociaux, moi je suis très reconnaissante de mes diplômes parce que je me rends compte, ça m'a vachement éclairée ça me permet de faire une prise de recul en fait sur tout ce que je vois. Quand je vois ça, je me dis oui, bien sûr, si j'ai prompté la femme de 50 ans, mesdames, vous savez très bien pourquoi j'ai prompté ça. Donc je suis allée chercher un cliché sociétal. Et donc, ça me permet aussi d'être plus vigilante aussi dans les messages que je diffuse dans mes conférences, mais aussi quand je travaille.